il travaille principalement sur les relations de l'Inde avec le monde extérieur. Voilà. Alors, je voudrais remercier aussi nos partenaires de ce soir. Donc, bien sûr, en premier lieu, Thierry, grâce à Majid Bouza, l'Université de Haute-Alsace, l'IHE. Nous avons le directeur à ma gauche qui va nous faire fera la synthèse et la conclusion après la discussion. L'association Rhin-Volga, je ne vois pas de représentant. Pardon, excusez-moi. L'association RETE-IHE, l'association des anciens de l'IHE. Nous avons aussi comme partenaire l'association que je serais content de rencontrer, l'association Alsace-Inde-Strasbourg. Voilà, des représentants ici. Voilà, donc je cède la parole si ça vous convient. Claude Carpentier va intervenir 3 quarts d'heure sur le thème le réveil de l'Inde et les nouvelles alliances en Asie. Ensuite, nous aurons une discussion d'environ une demi-heure selon l'intérêt de vos questions et de vos commentaires et questions. Et puis une brève conclusion par le professeur Molin à la suite de l'intervention et de la discussion. Je salue aussi la présence d'un autre partenaire qui est Pan-Europe. Nous avons aujourd'hui M. Empereur, qui est le président délégué de Pan-Europe France, et le comte d'Anglo, où est-il ? Ici, qui est le président de Pan-Europe France-Alsace. Voilà. Donc sans plus d'attente, je cède la parole à Claude Carpentier. Merci Henri. M'entendez-vous bien? C'est clair? Je remercie également les organisateurs de cette soirée. Je suis particulièrement reconnaissant de leur accueil chaleureux. Henri est un ami de longue date et il est heureux de se retrouver sous tutelle de l'université pour évoquer certaines grandes questions qui concernent le monde actuel et le monde de demain. Je sais qu'il y a dans ce public un certain nombre d'experts de l'Inde et de personnes qui s'y intéressent. Il est difficile de dire des choses nouvelles et c'est ce que je vais essayer de faire, tout en revenant bien entendu sur quelques réalités familières mais qui méritent tout de même d'être rappelées. Quand on dit le réveil de l'Inde, on a l'impression parfois d'être inexact dans la mesure où l'Inde se réveille depuis longtemps et n'a d'ailleurs jamais été endormie, mais c'est une expression qui permet de mettre en relief l'essor que prend l'Inde depuis quelques années et surtout le nouveau rôle qu'elle joue au plan géopolitique. Nous savons que depuis l'indépendance, l'Inde était empêtrée dans ses problèmes intérieurs et régionaux, avec des voisins pas faciles, et qu'elle avait donc, disons, une attention assez distraite par rapport aux grandes questions internationales, dans la mesure où elle ne l'affectait pas directement. Et il est vrai que si vous vous situez, si vous retournez au début des années 80, quand l'Inde avait un très sérieux problème de réserve en devises, et quand on peut dire que le trésor était à sec, il était difficile à l'Inde de jouer le rôle qu'elle avait toujours reconnu comme étant légitimement le sien, tout simplement par manque de moyens. Mais elle avait malgré tout, même dans les périodes de relative pauvreté, elle avait tout de même exercé un rôle très actif, surtout évidemment auprès des pays qui se reconnaissaient sous la bannière du non-alignement, en tant que leader du bloc afro-asiatique que Nehru avait lancé avant même que l'Inde ne devint indépendante. D'ailleurs, il y a une chose dont il faut se souvenir, cela maintenant devient presque un truisme, c'est que l'Inde et la Chine ont pendant des siècles tenu le haut du pavé économique et culturel mondialement,
et que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Inde et la Chine ensemble représentaient à peu près 40% du PIB mondial. Et on voit maintenant que le passé revient, c'est-à-dire que la Chine et l'Inde, peu à peu, ou même très rapidement, regagnent leur statut prééminent, pas seulement au plan culturel, mais aussi au plan économique. Alors pour la Chine, c'est bien connu, cela ne mérite pas qu'on s'y attarde. Pour l'Inde, depuis 10 ans, cela devient aussi très clair. Et il faut toutefois, pendant 5 ou 10 minutes, rappeler que l'histoire de l'Inde est tout de même très mal connue, dans la mesure où l'Inde n'a pas cultivé la science historique, parce que dans la philosophie indienne, l'histoire ne mérite pas d'être élevée au rang des sciences, puisque fait partie d'un processus cyclique qui se répète donc, et qui, pour cette raison, ne mérite pas de retenir beaucoup d'attention en ce qui concerne les dates, les faits et les personnes. Donc l'histoire en Inde devenait très vite légende. Et pour cette raison, nous connaissons assez peu l'histoire de l'Inde, il faut bien le reconnaître, avant le Moyen-Âge. Nous avons évidemment des aperçus de plus en plus riches, de plus en plus précis. Mais on ignorait même avant le XXe siècle que l'Inde avait une civilisation très avancée, très raffinée, il y a au moins 5000 ans, puisque ce n'est qu'avec la découverte des cités de la vallée de l'Indus que ce passé est revenu à la surface. On sait de plus en plus de choses maintenant, on a retrouvé des restes d'agglomérations villageoises ou même urbaines il y a à peu près 70 000 ans, donc autour de l'éruption du Toba. Vous vous souvenez peut-être de l'éruption du Toba en Indonésie qui avait bouleversé l'équilibre écologique planétaire. Et on sait déjà qu'à cette époque, en Inde du Sud en tout cas, il y avait des populations établies. Et nous savons également maintenant que l'on cultivait déjà le blé, le riz et la vigne dans le bassin du Gange il y a à peu près 6 à 7 000 ans, ce qui est nouveau. Ce sont des découvertes qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années, parce qu'on pensait que ces plantes avaient été introduites beaucoup plus tard et qu'essentiellement elles avaient commencé d'être cultivées au nord-ouest du pays, c'est-à-dire dans le bassin de l'Indus. Pourquoi suis-je revenu sur ces questions? C'est tout simplement pour rappeler que l'Inde a un passé infiniment ancien et qu'elle a exercé une influence extrêmement importante que le colonialisme européen a probablement voulu ignorer, ou du moins minimiser. On sait par exemple que l'Inde, la civilisation indienne, et en particulier le bouddhisme, a exercé une grande influence sur la formation du christianisme, et en particulier sur l'évolution de la tradition monachique et monastique. Mais on est également, il faut être conscient que la Chine a été énormément touchée, influencée par l'Inde, et pas seulement évidemment à partir, disons, des grandes dynasties chinoises du Moyen-Âge par l'expansion du bouddhisme Mahayana, mais bien avant, dès par exemple la formation, la nouvelle révélation taoïste du IIe siècle de notre ère, on sait que Dao Ling Bao, on sait déjà qu'une grande partie des enseignements bouddhistes ont été intégrés dans le taoïsme, à telle enseigne que les Chinois ont voulu, dès cette époque, imaginer que Lao Tzu, le fondateur présumé du taoïsme, était parti en Inde où il avait converti les Indiens à la voie, au Tao.